Donc, il existe une super poussière de fée depuis le temps, qui a des pouvoirs bien au-delà de la poussière de fée de départ, parce que la poussière de fée de départ pouvait par exemple transformer un troll en escargot. Par contre, la super poussière de fée, elle peut vous faire voler. C'est tellement plus puissant. Ouais. Voilà, donc il y a une différence entre la Fairy Dust, poussière de fée, et la Pixie Dust. Ouais, Pixie, ça veut aussi dire fée, mais c'est un genre de fée un peu plus puissante, on va dire. Donc ouais, c'est la poussière de fée et de la super poussière de fée. Et voilà, et donc la super poussière de fée, ça correspond à ce qu'il y a dans le pays imaginaire. Et ouais, c'est ça sent le truc qui a pas été pensé au début, hein. Ça se sent très bien, ça. Je veux dire, quand on voit les premiers épisodes de la saison 1 où la poussière de fée pouvait faire un peu tout et n'importe quoi, et où on se dit maintenant, tiens, en fait, il existait une autre poussière de fée plus puissante depuis ce temps-là. Enfin bon, l'histoire d'aujourd'hui se centre sur Regina en partie. C'est surtout le flashback, vraiment. Les les histoires, vraiment, il n'y a pas vraiment de personnage central dans les histoires de base, en fait, quoi. C'est juste les flashbacks qui sont centrés sur certains personnages. Donc voilà, le flashback est centré sur Regina et Clochette. Voilà, parce que le nouveau personnage qui est introduit dans cet épisode, c'est la fée Clochette. Donc on suit Regina qui continue de suivre les ordres du ténébreux et qui n'est pas satisfaite de sa vie, elle se sent mal dans sa vie, etc. Elle n'est plus sûre si elle veut suivre les ordres du ténébreux. Ok, ça se passe quand exactement? Est-ce que ça se passe avant qu'elle décide merde, j'emmerde tout le monde, mon Daniel est mort, j'arrache le cœur d'une femme et je le désintègre sans penser à elle devant mon professeur? Ou c'est après? C'est avant ou après ça? Parce que si c'est avant ça, je vais avoir quelques problèmes pour la suite. Si c'est après ça, j'ai un énorme problème avec la base de ce flashback, quoi. C'est-à-dire que là, elle en est si c'est après qu'elle a décidé de ah et puis merde, je peux rien faire pour ramener mon amoureux, paf, je tue une personne sans réfléchir et puis merde. Là pour moi elle est arrivée au stade où il y a plus de quoi se poser. Ah, je suis pas heureuse, je suis pas encore sûre de de ce que je vais faire, je veux pas encore tuer, etc. Alors que si, si c'était avant, on y reviendra, ça va être un petit peu dommageable. Mais bon, voilà, donc elle se sent pas très bien, elle a une petite conversation rapide avec Rumpelstiltskin là-dessus. Elle finit par, je sais pas, en étant pris dans sa colère et son désarroi par rapport à sa situation, elle finit par provoquer sa chute d'un balcon. Voilà, donc ouais, j'ai pas fait gaffe, mais apparemment le fait d'avoir des pouvoirs magiques, ça permet pas de voler. Voler, c'est une magie ultra puissante en fait. Voler dans les airs. Donc, je, vous savez, c'est le genre de truc, tu te dis, ok, je me doute bien que ça doit être assez puissant de faire ça, mais et par rapport à énormément de trucs qu'on a vu avant, voler, ça me paraît pas être le truc le plus puissant que j'ai jamais vu ou quoi que ce soit, hein. Je dis ça, je dis rien, mais apparemment c'est considéré comme un truc extraordinaire. Voilà, la série Smallville avait fait ça, c'est-à-dire que Clark Kent découvre petit à petit des pouvoirs, mais c'est vraiment à la toute fin qu'il apprend le méga super pouvoir de savoir voler. Voilà, détail, là j'arrête pas d'insister sur les détails, j'ai même pas parlé de l'histoire encore. Donc, et c'est en tombant de son balcon que la fée Clochette la sauve. Donc, une chance qu'elle passait par là. Ou alors, c'est elle qui a provoqué l'accident pour la sauver et lui discuter. Et elle se dit, ok, ta vie est une pagaille, je veux essayer de t'aider. Et pour t'aider, je pense que la chose à faire, c'est d'arriver à retrouver l'amour, à retrouver le bonheur, et le vrai bonheur, c'est l'amour sincère. Donc, je vais prendre de la super poussière de fée, de la pixie dust, pas de la poussière de fée normale, dans le pays des fées, parce que oui, on a les deux, hein. Voilà, sachant que la super poussière de fée, elle est plus rare, évidemment. Elle est obligée de la voler parce que la fée bleue n'est pas d'accord. Je veux revenir sur la fée bleue parce que j'ai un petit truc à dire là-dessus assez important. Voilà, donc elle finit par la voler, elle mène Regina via donc à la magie de la super poussière de fée vers la personne qui lui est destinée, l'homme qui lui est destiné, un type avec un tatouage de lion. Et malgré tout, Regina, même si pendant un moment elle y croit, elle se dit non. Voilà, non, j'ai pas le courage, j'ai peur,
laisse tomber, la seule chose qui me reste c'est ma colère, et je vais rester sur ma colère, et elle décide donc d'être une garce et méchante, etc., etc. J'ai tellement du mal à situer. Le seul moment où je situerais ça de façon acceptable, je pense, ce serait entre le moment où elle a su que son Daniel ne pouvait pas être ramené à la vie par le docteur Frankenstein, et le moment où elle a décidé d'arracher le cœur de l'apprenti, la nouvelle apprentie de Rumpelstiltskin, pour la tuer sans remords, etc. C'est le meilleur moment où je situerais tout ce passage-là, en fait, pour que ça ait du sens. Sinon ses réactions sont trop exagérées dans un sens ou dans l'autre, quoi. Si c'est avant la tentative de ressusciter Daniel, ou après le fait que j'arrache le cœur d'une femme et pff, voilà. Ça doit être entre ces deux trucs-là pour que ça marche pour moi. Donc ouais, elle dit non, non, j'ai que ma colère, tu es une mauvaise fée, laisse-moi tranquille. Et je commence à montrer ma vraie fausse couleur de méchante, et suite à ça, donc, la fée Clochette est désavouée par la fée bleue, parce que bon, au final, en voulant faire ce qu'elle a fait, elle n'a rien pu faire, en fait. Et Regina, avec qui elle pensait avoir noué un lien, l'a trahi et veut plus entendre parler d'elle. Donc, ouais, en plus de ça, il y a la fée bleue qui arrive pour dire tu m'as déçu, je ne crois plus en toi, t'as perdu tes ailes. Ok, jusqu'à présent j'étais prêt à défendre les actions de la fée bleue, parce que c'est quelqu'un qui voit à nouveau le grand tableau, c'est-à-dire il pense pas au petit bonheur personnel des gens, et il essaye vraiment de voir le grand tableau, ce qui est mieux dans l'intérêt général avant les intérêts personnels individuels de chacun. Donc c'est pour ça que j'appréciais la fée bleue, et le côté un peu légèrement sans cœur qu'elle pouvait avoir. Là je comprends vraiment pas ce qu'elle fait, quoi. C'est-à-dire qu'elle lui pardonne pas, vraiment pas d'avoir fait ça, elle lui donne pas de seconde chance ou de troisième chance. Alors le seul truc qui pourrait sauver ça, et je le dis, c'est le fait que on revoit Clochette dans un autre flashback, et qu'on montre que c'est pas la première fois qu'elle a merdé. Qu'on ait vu, bon, elle a déjà eu fait des bourdes, etc. Elle a eu des mauvaises intuitions. D'ailleurs, j'espère aussi qu'on reverra un flashback, et que si on voit un flashback sur Clochette, il y aura un truc par rapport au pays imaginaire, parce que voilà, ce qu'on a vu sur Clochette, ça n'a absolument rien à voir avec le pays imaginaire. Donc, si elle a vécu au pays imaginaire après ça, ça veut donc dire qu'elle a été au pays imaginaire sans avoir été une fée avant. Ce qui est un petit peu dommage. Et honnêtement, oui, étant donné que les gens ont accès à de la poussière de fée là-bas au pays imaginaire, ça me laisse me demander comment ils ont pu l'avoir. Et la chose logique, ce serait que Clochette leur en ait à apporter. C'est ça. Donc ouais, pour moi, ce serait tout à fait logique qu'il y ait ça. Et à ce moment-là, ça pourrait être rattrapé. Mais pour l'instant, ce qu'on montre de la fée bleue, c'est super vache, et pas vraiment dans le sens vache acceptable, c'est le sens vache pour être vache, quoi. On voit clairement qu'elle avait de bonnes intentions, qu'elle voulait faire bien, mais voilà, la fée bleue la désavoue, elle la laisse un peu comme une merde. Je veux dire, alors que Nova, malgré ses bourdes, etc., dans l'épisode autour de Nova, si elle faisait ça, c'est parce qu'elle pensait vraiment que Nova pouvait être une fée qui apporterait de la joie, qui aiderait les autres, malgré le fait que ce soit une empotée. Et donc voilà, c'était compréhensible ce qu'elle a fait. Là, je comprends pas. Là, je comprends vraiment pas pourquoi elle a fait ça. Enfin bon, c'est juste pour dire quoi, ce flashback m'a pas... m'a pas fait sauter au plafond, hein. C'est le cas de le dire. D'autant plus que ouais, j'en ai pas trop parlé, mais étant donné que ça se centre un peu sur Regina, ça nous rejoue exactement le même coup de ah, j'essaye de bien faire, mais au final je n'y arrive pas, et je tombe vers le mal. Je veux dire, ok, cool, j'ai déjà vu ça plusieurs fois dans d'autres épisodes avant, ça commence à être un peu redondant là. Et moi, quoi, c'est redondant, ça perd un peu de son charme au fur et à mesure qu'on voit ce genre de truc. Là, je commence à m'en lasser un petit peu de ça, la pauvre Regina qui
qui a certaines intentions d'être gentil, mais qui, par la force des choses et par sa faiblesse psychologique, n'arrive pas à l'être et décide de partir vers la voie facile de la méchanceté. Ok, cool, déjà vu ça avant. Déjà vu ça avant. Donc, voilà, ça se regardait comme flashback, mais c'était pas sensationnel. Dans le présent, on a 3 segments qui se passent en parallèle. On va commencer par les 2 petits segments, entre guillemets. Le premier, c'est sur Bellfire, qui est avec Mulan et Robin des Bois. Robin des Bois, j'avais pas remarqué qu'il est joué par un différent acteur. Merci de me l'avoir signalé en commentaire. Ça m'a pas particulièrement marqué, personnellement. Déjà parce que je suis pas très physionomiste. Donc, sérieusement, hein, vous auriez passé toute la saison sans me dire ah, c'est un différent acteur, j'aurais pas fait gaffe quoi. Je veux dire, j'ai trouvé intéressant, un peu intéressant dans l'épisode 19 de la saison 2, mais par rapport à ce qu'il apportait à Rumpelstiltskin et Belle, en tant que personnage, il était correct sans plus. Et honnêtement, jusqu'à présent, il est correct sans plus, hein, Robin des Bois. Et, donc, voilà, il me fait pas ressentir grand chose ou quoi que ce soit. Donc voilà, Bellfire voit que Robin des Bois a un fils, le fils qu'il a eu avec Marianne, qui est morte. Alors je ne sais pas de quoi elle est morte, peut-être qu'elle est morte en accouchant, peut-être qu'elle est morte autrement, mais voilà, elle est morte. Et il se dit, ah, je vais utiliser cet enfant pour retourner au pays imaginaire en appelant l'ombre de Peter Pan, parce que voilà, c'est simple comme tout. Pour que l'ombre de Peter Pan arrive, il faut se tenir à une fenêtre, être un garçon et dire je crois. Hein, pour beaucoup de ces enfants, ça a été être un garçon de 18 ans, hein, mais voilà, c'est ça le truc. Je me tiens à une fenêtre, je dis je crois, et l'ombre de Peter Pan vient. Ouais, il y a eu beaucoup d'enfants qui ont été enlevés à ce niveau-là, quoi. C'est facile quand même. Donc ouais, même si Robin des Bois est réticent, il finit par être d'accord, etc., etc. Ça, le plan marche et Bellfire est emmené au pays imaginaire par l'ombre de Peter Pan, qui est toujours aussi flippante. À nouveau, hein, je trouve que l'ombre de Peter Pan a un vrai côté flippant qui passe bien. Et donc, ouais, donc pendant que Bellfire a atteint son objectif et part sauver son fils et sa bien-aimée. Juste avant de partir, il a dit que ouais, quand on aime quelqu'un, il faut pas garder ça pour soi, il faut le dire, il faut dire ce qu'on a sur le cœur. Et ça a inspiré Mulan, qui décide d'aller voir Aurore pour lui avouer quelque chose. Que veut-elle lui avouer? Mais elle se restreint en voyant que Aurore lui annonce qu'elle attend un enfant de Philippe. Voilà, donc ça lui dit ah c'est une super nouvelle, ben au final non je vais pas rester avec vous, je vais rejoindre Robin des Bois et sa bande, parce que ouais on s'est connus depuis quelques heures seulement et il a décidé de l'embaucher dans sa groupe de joyeuderie. Ok, d'accord, hein. Ça va rapidement mais bon, et donc ouais ça laisse supposer assez fortement que Mulan avait des sentiments pour Aurore, qu'elle voulait avouer, mais bon, étant donné que déjà il y avait Philippe qui était avec elle, mais maintenant qu'elle attend un bébé de lui, c'est très mal barré. C'est l'impression que j'ai parce que personnellement j'ai été spoilé à ce niveau-là sur le fait que Mulan était homosexuelle dans cette version-là. Donc ça m'a pas surpris ou quoi que ce soit. Et dans un sens, je pense que c'est une des rares fois où être spoilé a été un avantage plutôt qu'autre chose. Parce que sincèrement, si c'était venu comme ça, j'aurais ressenti ça comme étant comme un cheveu sur la soupe en fait. Vraiment, c'est comme la fin de la légende de Korra. Je suis désolé, vous pouvez dire ce que vous voulez. Il n'y a aucune relation romantique qui a été instaurée entre les deux personnes. Pour moi, il n'y a vraiment aucune relation romantique. Donc ça fait un peu ah, elle a des sentiments pour elle. Ok, très bien. Alors que là, bon, étant donné que je savais pour ce qu'elle ressentait, ses préférences sexuelles, ben je me suis dit ah ok d'accord très bien. Je l'ai plus vu venir, donc j'ai réussi à mieux ressentir l'émotion
du fait que Mulan ne peut pas avoir ce qu'elle veut. Voilà, ça a réussi à être plus fort pour moi. Mais honnêtement, si j'avais découvert cette scène sans rien savoir sur Mulan, je me serais dit, ok, quoi, qu'est-ce qu'elle raconte? Ça va un peu trop vite pour moi, hein. Dans l'instant, j'aurais peut-être même émis l'hypothèse que peut-être en fait elle voulait parler d'abord à Aurore du fait qu'elle était amoureuse de Philippe, et après, mais pour pas la prendre en traite, quoi. C'est peut-être ça le truc, mais j'en sais rien, quoi. Dans un sens, cette scène est assez forte si on la regarde en soi, c'est-à-dire complètement indépendamment de tout le reste. Mais cet épisode est tellement peu centré sur Mulan. Mulan a un rôle tellement mineur durant toutes ses apparitions avant ce passage-là que ça perd beaucoup de son poids. Si on avait fait un épisode où justement Mulan, Aurore et Philippe avaient plus d'importance, étaient plus mis en avant, ça aurait gagné en force cette scène. Mais là, c'est juste, voilà, ça sort un peu comme un cheveu sur la soupe. Voilà, au fait, vous saviez que Mulan avait des sentiments pour Aurore, mais ça peut pas marcher puisque Aurore est avec Philippe et ils attendent l'enfant. C'est vraiment triste pour elle. Je veux dire, ok, c'est bien, ça aurait été cool de l'instaurer un peu plus. Vraiment, c'est très dommage. Autre petit segment autour d'Henri qui est donc captif de Peter Pan et de ses garçons perdus, qui décide de jouer avec lui à des jeux un petit peu très limite, c'est-à-dire, ah tiens, on va mettre une pomme sur la tête d'un type comme Guillaume Tell en fait, et je te donne une arbalète et tu dois tirer dans la pomme. Et en plus, la flèche de l'arbalète, elle est empoisonnée aussi. Tu dis, ok. Henri, donc, un petit peu décontenancé par ça, pris par sa colère, il essaye de tuer Peter Pan à la place par surprise. Donc déjà, ouais, le fait, c'est mal de tuer... à nouveau, hein, sans vouloir être vexant, c'est... La moralité des héros, pour moi, est un peu discutable à certains moments, mais bon. Donc, il essaye de tuer Peter Pan... avec l'arbalète, bien sûr, ça marche pas. J'imagine, ah, et puis Peter Pan est mort. Ta 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 ta. Ah. Les enfants perdus n'ont plus de chef, c'est la débandade, Henri s'en sort tout seul, tout s'arrange, épisode 4, on rentre à Storybrooke et toute nouvelle histoire. C'est parti. Non, bien entendu. Et au passage, juste pour dire, il est vachement doué avec une arbalète, Henri, pour quelqu'un qui n'en a jamais tenu de sa vie, hein. Parce que sérieusement, il arrive à tenir ça sans trembler, il visse parfaitement Peter Pan avec, alors que bon, il fait ça vite, hein, c'est-à-dire que ouais, il met pas une demi-heure à viser, c'est-à-dire comme ça, voilà, c'est vachement doué, quoi. Hein, c'est le fait d'être le fils de la sauveuse, j'imagine. Donc voilà, le principe, c'est que Peter Pan veuille l'attirer du côté obscur de la jeunesse en disant qu'il est l'un des nôtres et en partant du principe que ouais t'es quelqu'un t'es quelqu'un de puissant, tu représentes quelque chose de grand, étant donné que t'es né de la foi de la lumière étant le fils de la sauveuse et de l'obscurité étant le fils du fils de Rumpelstiltskin, ça fait de toi quelqu'un de spécial, etc., etc. À nouveau, hein, c'est ok, ça c'est une excuse que j'accepte un peu plus par rapport à la révélation Bellfire égale Nil. Voilà, ça va être à peu près je pense que ça va être à peu près la seule chose que j'accepterai là-dedans, hein. C'est-à-dire que ouais, il est le fils, il a des origines à la fois ténébreuses et de lumière, et donc voilà, ça le rend spécial particulièrement par rapport à Emma. Sachant que, mine de rien, à nouveau, rien que le fait d'être le fils de la sauveuse, pour moi, ça aurait suffi à le rendre spécial. Mais c'est une excuse qui peut passer, ça peut peut-être amener des trucs intéressants par rapport au fait d'être issu de la lumière et des ténèbres en même temps. Donc voilà, ça pourra peut-être amener des trucs intéressants, ce truc-là. C'est la seule chose, je pense, pour laquelle je vais vanter le fait de faire cette révélation Nil égale Bellfire. Voilà, mais ça veut pas dire que ça devient bien tout d'un coup pour moi tout de suite, hein. Donc ouais, le but c'est d'essayer de le convertir à eux et il fait ça en lui montrant une espèce de parchemin qui a son portrait dessus. Ça, le portrait d'Henri. Ouais, on avait vu ça dans le flashback d'il y a 150 ans, un truc comme ça, et qu'il y avait déjà le portrait d'Henri.
c'est censé convaincre Henry de quelque chose, c'est censé le surprendre ou quoi que ce soit. Je veux dire, c'est juste un portrait dessiné de moi, et sachant que bon, il est pas censé savoir une seule putain de seconde que ça a été fait il y a 150 ans, ça, hein. Voilà, donc il voit juste un portrait de lui dessiné, ça le surprend, mon Dieu. C'est tellement lourd de signification. Ouais, bah, je sais pas si encore il avait la preuve, la certitude que ça a été fait il y a 150 ans, je comprendrais, mais là non, moi, je comprends pas pourquoi ça le surprend à ce point. Donc ouais, le but c'est de le convertir, et honnêtement jusqu'à présent ça a super bien marché de la part de Peter Pan. C'était pas une approche très... Pour l'instant il a pas eu l'approche que j'ai trouvée très fine. Hein, voilà, je déteste pas Peter Pan ou quoi que ce soit, mais là, j'ai trouvé qu'il n'était pas particulièrement malin de l'entraîner là-dedans. Hein. Mine de rien, dans Hook, le capitaine Crochet a converti le fils de Peter plutôt intelligemment en comparaison. Voilà, donc là, là, je sais pas, pour l'instant, ouais, cette espèce de méthode de conversion marche pas trop, hein, je trouve. Enfin bon, il reste plus que le gros morceau, le gros segment de l'histoire, ouais. Alors là qu'on en est, je sais pas, à 20-25 minutes de vidéo, cette vidéo va être très longue, où notre groupe de 5 larrons décide donc de suivre la carte qui a fini par se révéler, et il n'arrive pas à retrouver le village de Peter Pan, le camp de Peter Pan, parce que il n'arrête pas de changer de place par magie. Donc cette carte ne sert absolument à que dalle. Parce que, mine de rien, là, ce sur quoi ils partent, c'est d'aller voir la fée Clochette, donc qui vit dans le coin, pour qu'elle les aide à retrouver le camp de Peter Pan. Et ouais, la carte ne sert à rien, puisque Clochette plus tard dira que bon, elle peut les emmener, elle sait où c'est, elle est en bon terme avec Peter Pan et tout, donc ok, donc cette carte qu'on a teasée pendant un épisode, ça servait à rien, merci pour rien, donc je sais pas, peut-être que ça va me contredire dans l'épisode suivant et que ça aura une importance, mais vu comme c'est présenté, j'ai pas du tout l'impression, quoi. Voilà, donc peut-être que ça me contredira, j'espère, mais ouais, dommage. Donc il décide de partir à la recherche de Clochette, mais Clochette les a surveillés pendant un petit moment. Elle a vu que Regina était là, et étant donné que Regina est un peu la cause de son de sa déchéance, le fait qu'elle est complètement qu'elle ait une vie pourrie maintenant, puisque bon, elle vit toute seule, sans pouvoir, sans elle, dans une cabane au pays imaginaire, en ayant une vie assez misérable. Donc vous pensez bien qu'il a un peu une dent contre Regina, et pendant qu'ils essayent de la trouver, elle les surveille, et elle décide au bout d'un moment de capturer Regina dans leur dos. Voilà, pendant qu'ils sont affairés à chercher dans sa petite cabane. Voilà, aussi pendant tout ça, j'en parle parce que j'aimerais ne pas oublier ça. On a une petite, on a une poursuite de la dynamique entre Crochet et le prince charmant que je trouve vraiment sympathique. Il y a une petite évolution, des échanges intéressants entre ces deux-là. Il y a le fait que Crochet ait compris que il était empoisonné, lui, parce que bon, il connaît bien le coin, etc. Et ça crée un petit truc, une petite connivence entre eux légère que j'aime bien. Honnêtement, j'espère que la série partira sur le fait que ces deux-là vont finir par devenir des sacrés potes au bout d'un moment, et que ça pourra créer une dynamique de duo sympa. Vraiment, parce que je trouve que pour l'instant, ils marchent très bien ensemble, ces deux-là. Donc oui, donc après tout ça, Regina se fait capturer, et Clochette lui dit qu'elle a gâché sa vie, et... Et elle essaye, prise de colère, de la tuer avec le fameux poison super puissant, qui apparemment ne peut pas être soigné par un baiser d'amour sincère. Ouais, je sais pas, parce qu'à ce moment-là, le prince charmant devrait facilement en être soigné par, par Blanche-Neige, j'imagine, si c'était seulement le cas. Donc, ouais, donc c'est ultra puissant, quoi. Je veux dire, quand Regina se casse les couilles à faire un maléfice de sommeil éternel, c'est soigné par un baiser d'amour sincère. Par contre, un poison courant qu'on trouve dans une plante au pays imaginaire, alors là, ça peut pas être soigné, c'est genre incurable, à part si on va dans les super extrêmes. C'est fortiche, facilement fortiche. C'est
Ouh. Mais bon, Regina décide de retirer son propre cœur et de lui dire vas-y, si tu tiens tant que ça à me tuer, fais-le directement. Et donc, il reste plus qu'à te prouver que tu vaux encore quelque chose, que tu es récupérable, etc., que tu as encore de quoi accomplir. Et la chose à faire, c'est de ne pas me tuer. Voilà, donc, alors, on pourrait voir ça comme une rédemption. Moi, personnellement, je vois plutôt ça comme une façon de manipuler quelqu'un dont elle sait qu'elle n'a pas la même mentalité qu'elle. Donc voilà, c'était plus une façon intelligente de manipuler Clochette que de montrer un repentir de la part de Regina. Ce qui est nouveau, en fait, un personnage assez intéressant à ce niveau-là. Et voilà, Clochette, au bout d'un moment, se dit, ouais, je veux pas être comme toi, donc d'accord, je laisse tomber. Et puis ils finissent par être rattrapés par les deux, par le groupe, hein, les quatre autres du groupe, et après un petit discours rapide de persuasion de Blanche-Neige qui lui dit, d'accord, si tu nous aides, on t'acceptera chez nous, t'auras un foyer, etc. Pourquoi pourquoi elle s'est retrouvée dans le pays imaginaire? J'adorais savoir à ce moment-là, parce que au moment où elle a perdu ses ailes, elle était dans la forêt enchantée. Elle pouvait tout à fait avoir un foyer là-bas, et à ce moment-là, être prise dans la malédiction avec tout le monde. Donc pourquoi elle s'est retrouvée dans le pays imaginaire? Grande question que je me pose. J'espère vraiment que ces blancs-là seront comblés. Euh, donc voilà, elle décide de partir les aider. Et on apprend à la toute fin que le grand amour de Regina, dévoilé par la super poussière de fée dans le flashback, eh bien, il s'avérait que c'était Robin des Bois. Ouais. Nous sommes les créateurs de Lost, on aime faire des liens. C'est... Voilà, donc tous les personnages ont des liens entre eux, c'est extraordinaire. Ouais, donc j'imagine que Robin des Bois aura une importance là-dessus et qu'il va y avoir un couple qui va se former entre lui et Regina. Donc voilà, pourquoi pas, pourquoi pas. Je trouve pas ça extraordinairement pertinent sur le coup, mais ça pourrait être amené, être développé de façon intéressante. Donc pourquoi pas. Ah oui, juste un petit truc, tant que j'y pense. Lors de leur conversation entre Clochette et Regina, quand elle la tient captive, elle dit que depuis tout ce temps que Henry est captif de Peter Pan, c'est bon, il est irrattrapable et tu pourras plus le récupérer, etc. C'est fini pour lui. Waouh. Ça fait que quoi, quelques jours au plus qu'il est là, et tu dis il est irrattrapable. Ok, dans l'absolu, j'aurais bien voulu accepter ça s'il n'y avait pas eu Bellfire qui a tenu genre 150 ans là-dedans, quoi. Non, mais sérieusement, il a tenu plus d'une centaine d'années captif de Robin des Bois sans devenir un psychopathe comme lui, donc pourquoi, pourquoi Henry perdrait les pédales au bout de quelques jours? Non, je sais pas, cette remarque était stupide pour moi, c'est par rapport à ce qu'on sait, donc je tenais à le dire. Enfin, sinon, ouais, c'était pas l'épisode sensationnel. Ça se regardait, il y avait pas mal de moments intéressants, mais la trame centrale était pas particulièrement intéressante. Clochette est un personnage pas sensationnel pour moi en soi. Je veux dire, il est pas trop mal, mais il me casse pas des briques. Le développement de Regina, pas trouvé extraordinairement intéressant non plus. Je veux dire, son flashback, ça amenait ça amenait des points qui étaient déjà vus avant, donc ça fait très redondant. Et là, bon, j'ai juste le sentiment que, oh, regardez, une autre personne de mon passé qui vient me hanter. Voilà, le fait est que elle se sente pas du tout, elle se sent pas du tout coupable une seule seconde pour Owen. Par contre, voilà, pour la fée Clochette, elle est censée se sentir coupable. J'ai le sentiment que non, quoi. La seule chose, elle a juste peur que, ouais, que la fée Clochette lui en veuille parce que elles se sont quittées en mauvais termes. Et donc, elle n'a pas envie d'amener d'amener des complications pour retrouver Henri. C'est le seul truc, quoi. La seule chose qui la pousse, c'est retrouver son fils Henri. Et j'ai pas ressenti un vrai repentir, quel qu'il soit là-dedans. Donc, donc ouais, c'était pas un développement particulièrement intéressant pour le personnage.
bon, qui restait pas mal, quoi. Elle a sa personnalité assez piquante, que j'aime bien, je vais pas dire le contraire. Et elle continue d'être un peu manipulatrice, donc ça va aussi, hein, j'ai aucun problème avec le personnage, mais voilà, en termes de développement principal, c'était pas sensationnel. Même le développement autour d'Henri et des garçons perdus, j'ai rien vu d'extraordinairement sensationnel en soi non plus. Je veux dire, ouais, c'est le fait de jouer à des jeux dangereux à ce point-là, c'est-à-dire à tirer une flèche dans une pomme avec une flèche empoisonnée, une pomme qui est sur la tête d'une personne. Je veux dire, ok, ça décrit bien un petit peu l'état d'esprit des lieux, mais ouais, c'était pas, mon Dieu, voilà, il y avait rien d'extraordinaire là-dedans. Il y avait pas mal de trucs corrects qui passaient, mais rien de sensationnel dans cet épisode. Donc ouais, c'était... Je sais pas, après un épisode 2 vraiment bien fichu qui m'a donné la hype, avoir un truc juste correct, ouais. Enfin bon, ça allait, hein, je vais pas dire que c'était mauvais, mais... Hmm. Enfin bon, à bientôt pour l'épisode 4. Ciao!